Imhotep de Memphis, le premier savant polyvalent de l'histoire universelle. Alors professeur, quel était précisément le statut social du savant et du sage en Égypte pharaonique? L'Égypte pharaonique est une civilisation de la vallée du Nil, c'est-à-dire une civilisation qui s'inscrit dans un contexte africain. C'est-à-dire que pour bien comprendre l'éclosion du génie pharaonique, il faut partir de la région des Grands Lacs africains. À partir de 200 000, l'homme moderne, l'homme anatomiquement moderne apparaît en Afrique, dans la région des Grands Lacs, à l'exclusion de toutes les autres régions du monde. Cet homme va amorcer un processus migratoire qui va le conduire des montagnes de la Lune jusqu'à la vallée nubienne et égyptienne du Nil. Donc, c'est ce continuum qui est à l'origine de la sédimentation du génie humain. Comme je le dis souvent, depuis le Paléolithique supérieur, l'homme africain avait déjà amorcé le processus d'acquisition de toutes les connaissances dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'ingénierie même. Dans tous les domaines, l'Afrique est le berceau des sciences. À partir de là, l'Égypte pharaonique a hérité de cette science précoce et millénaire. Et c'est en Égypte que pour la première fois, sur le pourtour de la Méditerranée, on a octroyé un statut aux savants. D'abord, les savants avaient des bibliothèques. Donc, le mot pour dire même bibliothèque en Égypte pharaonique, ça dit père médiate, la maison du livre. C'est la première fois qu'on parle de bibliothèque dans l'histoire. Il n'y a pas de mot équivalent à Sumer ou à Babylone. Et de la même façon, le savant était pris en charge par l'État. Et ce, depuis les premières dynasties, notamment la dynastie des Chemchour, des suivants d'Horus, qui a commencé en 3750 avant notre ère. Narmer n'a fait que parachever le processus de l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. Donc, à partir de 3300, Narmer va donc unifier la Haute et la Basse Égypte, c'est-à-dire les 42 nomes qui structurent administrativement le territoire de l'Égypte ancienne. Et Narmer était soucieux du bien-être des savants. Les savants bénéficiaient donc d'une rente. C'est pour la première fois, il y avait un système de mécénat, avant la lettre, qui permettait de mettre socialement à l'abri du besoin tous les savants et tous les sages qui œuvraient pour le développement de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Donc, si je puis me résumer, le statut social du savant et du sage était un phénomène absolument lié au développement de la vie intellectuelle dans la vallée égypto-nubienne du Nil. Et les Grecs étaient vraiment étonnés. Eux qui avaient des difficultés même pour faire des conférences et faire connaître leur science. Ce fut le cas de Thalès, de Milet, ce fut le cas de Pythagore et de Samos, ce fut le cas d'Anaxagore de Glazomène et aussi de Platon d'Athènes et de tous les autres qui se disaient, mais si nous, on avait ne serait-ce que le privilège de faire nos recherches sous la protection des États-cités et de la Grèce, eh bien, on serait aussi avancé peut-être que les sages et les savants de l'Égypte ancienne qui ont toujours été pour les Grecs au demeurant des modèles et des maîtres. Parce que la plupart de ces savants grecs étaient des néophytes qui ont découvert leurs connaissances scientifiques au contact du génie des sages et de l'ancienne Égypte. Alors professeur, quelle était la conception de la science dans l'Afrique ancienne en général et en Égypte pharaonique en particulier? Lorsqu'on parle de science, on a l'impression qu'il s'agit uniquement d'une discipline académique. La science, en fait, c'est d'abord la capacité d'observer la nature et l'environnement dans laquelle on vit. La deuxième chose, à partir de cette observation, on essaie de cerner les lois qui régissent le fonctionnement de l'univers et de la nature. Et ces lois, on ne peut les observer sans faire une expérimentation, c'est-à-dire une expérience. Donc c'est
La deuxième chose qui est fondamentale, l'expérience, c'est-à-dire le contact de l'observation, des résultats de l'observation avec le réel. Et troisième chose, c'est l'analyse, ce qu'on appelle la dissection, c'est-à-dire l'objet que nous observons, il faudrait savoir comment cet objet est construit, comment il est fait. Et on est obligé donc à ce stade de faire une déconstruction de l'objet, un peu comme on démonte un poste radio pour voir quels sont les différents fonctionnements de telle ou telle pièce. Et puis, enfin, il n'y a pas de science sans reconstruction. C'est-à-dire, il faut s'assurer que ce qu'on a déconstruit, on est à même de le reconstruire. Et c'est ce qu'on appelle la synthèse en science. Eh bien, s'il en est ainsi, l'Égypte ancienne et la Nubie sont bien à l'origine de la science. Les Égyptiens appelaient dans leur langue la science sacrée. Les Grecs parlaient de science sacrée. Eux, ils parlaient de Rek Necher. Rek Necher, ça veut dire la connaissance du Dieu, la connaissance du monde tel qu'il a été créé, la connaissance de la nature. Cette connaissance ne pouvait pas être une connaissance limitée, une connaissance partielle, parce que l'objet lui-même que le faisceau du savoir va éclairer, cet objet est global. Donc, il faut l'envisager sous tous les angles d'attaque possibles. C'est ça qui fait que la science de l'Égypte ancienne était nécessairement polyvalente. C'est-à-dire que pour bien connaître le monde, il faut connaître d'abord l'univers et ses lois. Et après, on connaît tout ce qui est dans le Noun. Le Noun, pour les anciens Égyptiens, ce sont les abysses d'où surgissent l'énergie créatrice du monde, le Noun. Et après, il y a aussi la connaissance de l'âme droite. L'âme droite, c'est le monde dans lequel séjournent les ancêtres divinisés. Et aussi le Koumen. Le Koumen, c'est la terre entourée d'océans. Le mot Koumen est un mot grec qui ne devrait pas nous tromper. Les Égyptiens disent ta-to, c'est-à-dire la terre. Nous avons le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et puis les forces cosmiques aussi. Et le quatrième point qu'il faut connaître, c'est Héret. Héret pour les Égyptiens, c'est ce qui est dans la sphère de la déesse Nout. La déesse Nout s'appelait Anouté, et c'est elle qui est constellée d'étoiles. Donc tout ce qui se passe dans la sphère céleste, avec les comètes, avec les étoiles fixes, avec les constellations, comme la constellation du Grand Chien, dans laquelle il y avait Sépédét, c'est-à-dire Cyrus, cette étoile particulière que les Dogons appelaient aussi Sigitolo. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que la connaissance était globale et embrassait tous les domaines de l'univers. Pour finir, cette connaissance devait se structurer en 4 grandes disciplines. La première, c'est la cosmogonie, c'est-à-dire la genèse du cosmos. La deuxième, c'est la cosmologie, c'est-à-dire l'étude du cosmos sous l'angle des lois physiques et autres qui régissent les phénomènes que nous observons. Troisième chose, la cosmographie, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble du monde et tel qu'on peut disséquer ça dans ce qu'on appelle la cartographie céleste ou la cartographie du cosmos. Et puis, dernière chose, c'est la cosmocratie, c'est-à-dire on part des lois du cosmos pour pouvoir gouverner les humains. Et les lois dites humaines sont des lois qui ne sont pas en inadéquation avec les lois cosmiques. Les lois cosmiques sont celles qui régissent les lois humaines. Et d'ailleurs, tout le code juridique de l'ancienne Égypte va s'inspirer justement des lois cosmiques et des lois de l'univers. C'est ce qu'on appelle le code des vertus cardinales de la Maat. Imhotep de Memphis était justement le premier savant polyvalent dans toute l'histoire universelle. On n'a pas d'équivalent. En 2778, et disons même 2780 avant notre ère, on n'a pas l'équivalent de tel savant en Asie. On n'en a pas en Europe, on n'en a pas en Amérique, on n'en a pas en Océanie. Donc le premier savant dans l'état actuel de la documentation historique dans l'univers, c'est Imhotep de Memphis. Et Imhotep de Memphis vivait sous la 3e dynastie égyptienne et c'était
le pharaon qu'on appelle Djeser Neteriket, c'est ce pharaon qui régnait au moment où Imhotep, et qui est natif de la localité de Mennefer, que nous, les Grecs, ont appelé Memphis, n'est-ce pas? Et c'est Imhotep qui fut à l'origine du génie de la science dans l'Antiquité. Et donc, c'est un savant noir, comme le montre toute l'iconographie. Hein? Imhotep est représenté. C'est un type sénégalais, je dirais. Je dis souvent même que Imhotep, c'était un sérère. Hein, avant la lettre, hein, c'était un sérère. Ce qui va faire plaisir à mes amis sérères. Hein? Donc, cela veut dire que sans Imhotep, il n'y aurait pas eu le processus cumulatif du savoir dans l'Antiquité. Et Imhotep avait 4 cordes à son arc, je vais m'arrêter là. La première, c'est que c'était un architecte de génie. C'est lui qui a bâti la première pyramide de l'histoire universelle. La pyramide à 6 degrés. Il y a 6 degrés, n'est-ce pas, qu'on appelle la pyramide du pharaon Djeser. Les 6 degrés, c'est en fait des marches vers le ciel pour le cas divin du pharaon. Donc le concept architectural, au sens même de Le Corbusier. Comme vous savez, l'architecte français Le Corbusier avait développé ce qu'on appelle le symbole du modular, qui est devenu universel. Eh bien, le symbole de l'escalier fut le premier symbole architectural, c'est-à-dire l'ascension céleste par des marches, n'est-ce pas, et sur une pierre de taille. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a travaillé aussi la pierre de taille. Parce qu'on parle toujours de la pyramide d'Imhotep, mais on ne parle jamais du géant complexe funéraire de Saqqara qui entoure cette pyramide. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Comme l'a dit d'ailleurs l'architecte français Jean-Philippe Lauer, qui était devenu tellement amoureux du génie architectural d'Imhotep qu'il a décidé de s'installer et de mourir en Égypte. Donc voilà ce que cette science apporte à l'humanité. Et à l'origine de cette science, il y a effectivement le génie africain, c'est-à-dire le génie de l'homme noir. C'est tous ces savants dont nous allons vous parler. Nous appelons ça la galaxie des étoiles noires. Merci. Des étoiles circumpolaires, impérissables, qui ont porté le savoir à son niveau le plus élevé. La première question, quelle était la formation intellectuelle et spirituelle d'un savant ou d'un sage en Égypte pharaonique, professeur? Il faut savoir que la science n'est qu'une procédure qui est exigeante. Mais la chose la plus importante, c'est l'initiation. Il n'y a pas de sage et de savant sans initiation. Qu'est-ce que j'appelle l'initiation? En fait, lorsqu'un homme sort du ventre de sa mère, il est sous l'emprise du soleil. Il voit clair parce qu'il sort du ventre de sa mère, du Noun. Il voit donc le soleil. Et le soleil lui sert de point de repère. Et cette première étape de l'initiation, qui connote ce que j'appelle les initiations des néophytes et des enfants royaux, c'est ce qu'on appelle Messoura, c'est-à-dire l'enfantement de Ré. Ré est enfanté. À ce moment-là, entre l'âge de 3 ans et l'âge de la circoncision rituelle, c'est-à-dire l'acquisition de la puberté, le néophyte affronte des obstacles. Donc c'est quoi l'initiation? C'est l'ensemble des épreuves qui permettent dans le cosmos de faire la preuve de sa divinité soi-même. Et ce n'est pas une foi aveugle à laquelle nous devons nous rattacher pour espérer le salut. C'est, au contraire, la capacité de suivre des obstacles et d'éprouver à travers l'échec et à travers le succès ce qu'on appelle les lois de l'univers et de la création. La deuxième phase, c'est lorsque l'être humain perd la vie. C'est-à-dire, il n'est plus animé du souffle et le corps devient inerte. Mais le cas divin s'extrait du corps physique éputrescible pour marquer son ascension aux côtés du bas, qui est donc l'âme volatile, le bas. Et le cas et le bas se mettent en fusion énergétique pour atteindre le hak,
c'est-à-dire l'esprit impérissable et lumineux du défunt. Donc, à ce moment-là, ce que nous, on appelle la mort, en fait, c'est une délivrance pour les initiés. C'est-à-dire, c'est l'entrée dans le monde invisible. L'entrée dans le monde invisible. Et lorsqu'on entre dans le monde invisible, à ce moment-là, on voit le monde sous l'angle du divin. On ne voit plus le monde uniquement à partir de la nourriture, à partir de la sexualité, à partir des contingences qui permettent à l'homme de survivre matériellement. On est dans la spiritualité. Et cette spiritualité est également une transcendance. À partir de là maintenant, on va aller à la troisième étape. La troisième étape, c'est ce que les Égyptiens appellent la fusion dans la lumière de Ra. Donc ça s'appelle en fait la résurrection. C'est ça que vous appelez la résurrection, sans savoir de quoi cela retourne. Alors la résurrection, c'est le retour dans la lumière divine. Il est remarquable que l'iconographie chrétienne nous présente souvent les saints avec une auréole. Mais cette auréole, c'est une couronne solaire, c'est Ra en fait. Donc c'est la fusion d'un Ra qui donne la sainteté. Lorsqu'on parle de saint, ça veut dire qu'en fait, on a ressuscité dans la lumière divine de Ra. C'est la troisième étape. Et puis la dernière étape, c'est que celui qui a fusionné dans la lumière divine de Ra et qui est devenu lui-même un éther puissant dans le monde des dieux, ce qu'on appelle l'âme droite, il est devenu un ancêtre divinisé. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son cas à un autre être qui va naître. Donc cet autre être qui va naître, il y a donc un processus que nous appelons, faute de mieux, la réincarnation. Donc la réincarnation suppose, dans la langue pharaonique et dans ma langue en Fongbe, n'est-ce pas, la langue que je parle au Bénin, nous disons Djoto. Donc c'est ton ancêtre éponyme dont tu es l'incarnation sur terre. Et ton nom secret, ce que les anciens Égyptiens appellent Ren Shesheta, n'est-ce pas? Parce que tu peux avoir d'autres noms qui sont connus des profanes, mais ton nom secret, c'est le nom de ton ancêtre, fondamentalement, celui dont tu perpétues la lignée sur terre. C'est pour cela que le plus grand bonheur pour un Africain, c'est de donner le nom de sa mère, de son père, de son grand-père à son enfant qui naît pour pouvoir le bénir sur le chemin de la vie. Donc c'est cela qui est à la base de l'initiation des Africains et le livre dans lequel c'est exprimé qui est le livre que on appelle Raounu Peret Mherou dans la langue égyptienne. C'est-à-dire formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de Ra. Et ce livre, c'est 2000 ans avant Moïse, 3000 ans avant le Christ et plusieurs millénaires avant l'islam, n'est-ce pas? C'est le livre qui est le livre sacré du peuple noir. Toutes les coutumes, tous les rites, tous les cultes que nous voyons chez les Yoruba, chez les Dogons, chez les Sérères, chez les Bambara, dans l'initiation Kouomo, chez les populations Sahara du Tchad, en Éthiopie, etc. Tous ces rites sont concentrés dans ce livre qui est donc le livre sacré du peuple noir. C'est ce livre qu'il convient aussi de faire connaître à l'humanité pour mieux entrevoir la complexité de la formation intellectuelle et spirituelle d'un savant ou d'un sage en Égypte pharaonique. Alors, professeur, à présent, peut-on esquisser brièvement le portrait d'Imhotep de Memphis? Imhotep était natif de Memphis. Nous sommes en 2770 avant notre ère. Et, oui, dans le 3e millénaire. Et Imhotep était en fait né d'une famille de 9 enfants. Or, 9, c'est le signe de l'énéade. C'est un chiffre parfait. Lorsqu'une femme fait 9 enfants, elle est bénie des dieux. À Héliopolis, c'est clair. C'est bon à savoir. Absolument. Et donc, bon, bien sûr, actuellement, il faut beaucoup de moyens financiers pour être béni des dieux. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de nos mamans qui font comme l'a fait la mère d'Imhotep. Et le père d'Imhotep était lui-même un initié, un prêtre d'Héliopolis, Diounu. Donc, Imhotep est né à Memphis, mais sa formation, il va l'avoir à partir de l'âge de 9 ans, n'est-ce pas? Vous toujours le chiffre 9, à Memphis. Memphis, si vous voyez bien, c'est le dieu Ptah, qui est le démiurge de Memphis. D'ailleurs, il y a un texte célèbre qu'on appelle l'inscription du pharaon Tchabaka, qui commence par la phrase suivante: les dieux sont venus à l'existence
dans Ptah. Ptah le grand, c'est-à-dire Ptahur en égyptien, qui siège sur son grand trône. Donc c'est du haut du grand trône de Memphis que Imhotep a reçu l'initiation dans le sens que j'ai défini tout à l'heure, en définissant la notion d'initiation. Mais Imhotep a fait plus et il a fait mieux. Il a décidé de consacrer sa science, donc il a déjà 14 ans. Je dis bien 14 ans. Et il est déjà un grand savant, un sage réputé. Hein? Et vous savez bien que de tels enfants royaux, à un âge précoce, par exemple Akhenaton, à 15 ans, il avait déjà rédigé, après avoir subi l'initiation avec le grand prêtre divin Haï, qui portait la peau de léopard un peu comme en Afrique du Sud. Et à 15 ans, il avait déjà rédigé l'hymne jubilaire à Aton, n'est-ce pas? Et le grand hymne sera rédigé beaucoup plus tard quand il aura une vingtaine d'années. Donc, c'était des jeunes précoces qui avaient une connaissance complète de l'univers à 14 ans et à 15 ans. Hein? Donc, vous imaginez le retard que l'Afrique a pris depuis. Ce que je dois dire pour conclure, c'est que quand on fait aussi un portrait d'Imhotep, il était un père comblé et heureux. Il avait une femme pour laquelle il avait une grande dévotion, la princesse Mérite, qui veut dire celle qui est aimée, qu'on peut rapprocher de Méri Itou ou de Marie Etou, hein, comme on dit au Sénégal, n'est-ce pas? C'est les vocalisations de ces noms-là. Parce que je vais aussi vocaliser ces noms, parce que des fois, on vous donne les noms, mais on oublie de dire que ce sont des noms qui ont été grécisés. Par exemple, Imhotep s'appelait Imhotep. Il s'appelait pas Imhotep. Hein? Imhotep, c'est une façon de présenter des Occidentaux. Ils n'avaient pas la maîtrise de l'entourage vocalique des phonèmes égyptiens. En d'autres termes, le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, mais il a translittéré à partir du copte. Mais il n'a pas trouvé la vocalisation de l'égyptien. Ça veut dire que jusqu'à présent, l'égyptien n'est pas vocalisé. Et pour être vocalisé, l'égyptien doit nécessairement être vocalisé à partir des langues négro-africaines modernes. D'ailleurs, le professeur Cheikh Anta Diop a proposé un exemple de vocalisation à partir du Wolof, hein, et dans son ouvrage Parenté génétique de l'égyptien ancien et des langues négro-africaines modernes qui est paru en 1977. Alors, Imhotep de Memphis était un architecte de génie dont le nom restera jamais attaché à la conception et à la construction de la première pyramide de l'histoire, la pyramide à 2 degrés du pharaon Djéser. Alors, comment a-t-il procédé pour réaliser ce chef-d'œuvre de l'architecture universelle? Comment a-t-il procédé, professeur? Comme vous le savez, dans les textes des pyramides, il est indiqué que pour les Égyptiens de l'époque pharaonique, leurs ancêtres séjournaient dans une région qu'ils appelaient Tonéter, c'est-à-dire la terre du Dieu. Et selon toute vraisemblance, le Dieu auquel il est fait allusion dans les textes des pyramides, c'est le Dieu Imana, c'est le Dieu Amon. Et le Dieu Amon, c'est le Dieu dont tout le monde parle dans les religions dites révélées, après les litanies d'usage, c'est-à-dire on dit Amen, on dit Amin, mais personne ne parle de l'étymologie de ce Dieu. Donc ce Dieu, l'étymologie de son nom, ça veut dire le caché, l'innommable, l'inaccessible, l'intouchable. Donc c'est l'énergie dans sa dimension, si vous voulez, non matérielle, dans sa dimension ondulatoire. Et cette énergie, elle trouve son ancrage dans le Noun. Et le Noun lui-même va permettre maintenant le surgissement de cette énergie. Et dans les hiéroglyphes, nous avons un cercle avec un point au milieu. Ce point, c'est la source d'émission de la lumière. Nous lisons habituellement Ra, ce signe hiéroglyphique qui est un idéogramme. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point qui est au milieu, c'est en fait le noyau d'où sort la lumière. Une fois que Ra se ferait un chemin à travers les ténèbres dans le Noun, les ténèbres étant appelées Kek ou Kekou, les ténèbres. Moi, je dirais l'obscurité, Kek, l'obscurité. Donc, ce passage à travers les ténèbres, qui sont en fait un obstacle à l'émergence de la lumière, c'est le premier mystère de la création. Et le hiéroglyphe nous montre donc que c'était l'observation qui permet de concevoir ce hiéroglyphe, parce que le noyau là, quand on parle en physique, on parle d'énergie nucléaire.
parce que le noyau, c'est nucléus en latin. Et puis après, vous voyez le même hiéroglyphe qui maintenant, le noyau disparaît. Et il y a des traits de rayonnement, 3 traits, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la source de propagation de l'énergie électromagnétique, n'est-ce pas, dans l'univers. C'est ça qu'on appelle l'énergie électromagnétique. Et puis après, vous avez le scarabée qui, lui, tient le même cercle de raies, la même source de raies, dans ses tiens pour faire rouler ça. Et c'est ça qui fait que les êtres mobiles vont naître, les animaux, les hommes vont naître, parce que s'il n'y a pas le mouvement, il ne peut pas y avoir de mobilité. Et donc, on appelle ça l'énergie mécanique. Mais la chose la plus fondamentale, c'est le surgissement de ce qu'on appelle l'être androgyne lui-même, qui s'appelle Atum. Atum, c'est un être qui est à la fois mâle et femelle. N'oubliez pas que dans la Bible hébraïque, il est dit que la femme elle-même a été arrachée à la côte d'Adam. Donc, quand au fond, d'après la Bible, la femme serait une blessure arrachée par ablation de la côte à l'homme. Alors, imaginez les rapports que vous pouvez avoir avec une partie de vous-même qui est une blessure. Mais pour l'Égypte ancienne, la femme était à l'origine dans le divin. C'est ça qu'on appelle l'androgynie divine d'Atum. C'est Atum qui a donné des noms comme Adum, Adama, Adam. Donc, l'Adam biblique est une réplique d'Atum, en fait. Et cette réplique, malheureusement, la Bible n'a pas gardé la dimension androgyne, n'est-ce pas? Et donc, c'est ainsi que les premiers hommes apparaissent, sous forme de divinité androgyne. Et puis, ces hommes, enfin, vont se séparer par ce qu'on appelle un phénomène de gémellité. Donc, il y aura tout, Tefnout, Geb, Nout, etc. Et c'est ça, cette séparation-là qu'on appelle les couples parèdres. Et les couples parèdres de jumeaux vont ensuite donner les couples qui vont jouer le drame cosmique, c'est-à-dire Osiris et Isis, le vrai nom d'Osiris étant Oussiré. Le vrai nom d'Isis étant Ashtou ou Aïssatou, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, Seth, c'est-à-dire Sata, qui va donner plus tard Shaitan et tout ça, et dans la littérature musulmane. Et de son côté, Nebet Hout Nabintou, c'est-à-dire Nebet Hout, c'est-à-dire Nephthys. Donc, c'est à partir de là qu'il y aura donc ce qu'on appelle la première triade, c'est-à-dire le Père, le Fils et la Mère, et non pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit procède du fait de l'exclusion de la femme, en fait, de l'œuvre de la création divine. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est la Mère. Donc, ça veut dire Isis, la Mère, Horus, le Fils, Osiris, le Père. Voilà les ancêtres du peuple noir. Donc, le drame cosmique qui va se jouer après, la jalousie de Seth, va l'obliger à découper son frère en morceaux, en 42 morceaux, et à le mettre dans une boîte pour aller jeter les morceaux dans le fleuve. Et vous savez bien que le fleuve Nil va engloutir la partie, disons, virile de l'homme, c'est-à-dire d'Osiris, et cette partie virile manquant, eh bien, Anubis, aidé d'Isis et de Nephthys, ne pourra plus faire la momification avec toutes les parties intégrales du corps. C'est ça qui va donner nécessité pour Ra d'intervenir, et Ra va procéder à ce que on va appeler plus tard l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la conception par la génisse de Isis, qui va quand même accoucher, bien qu'elle n'ait pas. Donc c'est la semence de son père Ra. La semence de Ra, c'est la même que celle d'Osiris. Parce que dans les textes, il est dit, Ra cohabite en paix dans Osiris, et Osiris, à son tour, est en paix dans Ra. Donc on appelle ça la consubstantialité du Père et du Fils. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qui est-ce qui donne la semence et la vie? Eh bien, c'est la mère. Et c'est cette mère qu'on essaie de dissimuler derrière la figure nébuleuse de l'Esprit Saint, alors que c'est le culte, donc Isiaque, qui va irradier toute la Méditerranée septentrionale et orientale. Notamment, ce culte va être très fort à Rome. Et à Rome, on va dire même que c'est la Madonna lactans, c'est-à-dire la Madone qui allait le fils Horus. Et cette vierge étant noire, ça va donner la prolifération des vierges noires que nous voyons, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame d'Anjoni, Notre-Dame de Częstochowa en Pologne. Après, on va être obligé de faire des falsifications pour dire que ce sont les cierges des bougies qui ont noirci les vierges. Mais non, c'est Isis qui était noire, qui était appelée Aset Kemet Népheret, c'est-à-dire l'épouse noire et belle.
Et ce texte sera repris plus tard dans les Cantiques des Cantiques. Je suis noire et belle, ô fille de Jérusalem, sous les tentes de Sénar. Et vous savez bien que le texte de la Vulgate latine disait au début, nigra sum et formosa. Et après, les pères de l'Église vont dire non, il y a antinomie entre la beauté et la négrité. Il faut modifier le texte. Et cela va donc devenir nigra sum sed formosa. C'est-à-dire, je suis noire, mais belle. Hein? Ne faites pas attention à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Alors, comment a-t-il procédé pour réaliser ce chef-d'œuvre de l'architecture universelle, professeur? Je disais donc que dans les textes des pyramides, le dieu Amon, son cas, d'après les anciens Égyptiens, résidait dans une montagne qu'on appelle la cime d'Amon. Et cette montagne, d'après les descriptions des Égyptiens, son sommet était enneigé. Donc, selon toute vraisemblance, il s'agit du Kilimandjaro. Et les anciens Égyptiens, conscients de l'importance des montagnes comme tombe vivante de Dieu, comme architecture de Dieu, comme maison d'éternité du Dieu, ils vont élargir ça aux montagnes de la Lune, qui se trouvent au pied du Rwanda et de la RDC. Et seulement, comme ils sont venus entre deux déserts, l'oasis de Daklé et l'oasis de Kargué, ils vont chercher à poursuivre ces rites d'immortalité en plein désert. C'est à ce moment-là que l'idée va surgir de refaire la cime d'Amon en plein désert. Mais le génie d'Imhotep sera d'utiliser ce qu'on appelle le concept architectural nodal, c'est-à-dire le nœud de ce concept. Le nœud conceptuel, c'est un escalier qui monte vers le ciel, c'est extraordinaire. Et cet escalier aura 6 marches. Et pour construire une pyramide, il faut 4 choses. La première chose, il faut des blocs de pierre en quantité énorme. Donc, le mystère que pose ce problème, c'est qu'on ne peut pas tirer ces blocs de pierre sur des kilomètres comme le simulent les Européens avec des cordes. C'est pas possible. Donc, les anciens Égyptiens avaient des systèmes qui préfigurent ce que nous appelons maintenant et les ascenseurs. Donc, c'était des ascenseurs qui faisaient la traction de pierre qui avait plusieurs tonnes. La pyramide de Khufu du pharaon Khéops, c'était 5 millions de tonnes de pierre. Selon toute vraisemblance, la pyramide de Imhotep a été construite pendant 14 ans. Donc, ce qui suppose déjà qu'il y avait à peu près 400 à 500 personnes sur le chantier en permanence, sans compter les ouvriers. Donc, l'ingénieur en chef, c'était Imhotep lui-même. Mais pour réaliser cette œuvre d'éternité en plein désert, il fallait des connaissances mathématiques. Parce qu'il est impossible de faire une pyramide sans géométrie. Tout ce qu'on appelle les figures géométriques complexes, depuis la quadrature du cercle jusqu'à au triangle parfait dont j'ai parlé tout à l'heure, il fallait maîtriser ça. Il fallait maîtriser aussi l'ingénierie de tractation des volumes. Donc, il fallait pouvoir peser des pierres et les placer à l'endroit qu'il faut. Sinon, ça ne peut pas faire une pyramide, ça ne peut pas tenir. Donc, quand vous regardez à l'intérieur des pyramides, vous voyez de longues allées, un peu comme les allées du métro, hein, pour faire comme ça, creuser sous la terre, de telles allées. Hein, il fallait l'architecture monumentale, il fallait être un génie dans l'ingénierie monumentale. Ensuite, les pyramides sont orientées selon les astres. Ça veut dire que la pyramide de Imhotep était orientée en direction de la constellation d'Orion. Donc, ça veut dire qu'il fallait être un astronome et être au moins un spécialiste de la visée astrale. Sinon, on ne peut pas faire une coïncidence entre le sommet de la pyramide, hein, et les effets de la constellation d'Orion. C'est pas possible. Donc, il fallait être enfin, et c'est ça qui est le plus extraordinaire, oui, un spécialiste du management de toutes les spécialisations, depuis le maçon jusqu'à celui qui va hisser les pierres, et ainsi de suite. Donc, il fallait ce que on appelle aujourd'hui une science de l'organisation exceptionnelle. Donc, l'Afrique était également détentrice d'une science qu'elle a perdue aujourd'hui, la science de l'organisation. Et c'est ça qui a fait que l'Afrique a pu, à l'origine, apporter aux autres civilisations un modèle d'organisation sociale, économique
politique, juridique, mais surtout scientifique. La maîtrise des sciences et des techniques à l'époque, c'était le noir qui l'avait. Et ceci sur la base de la documentation historique, et on ne nous apportera pas le moindre démenti tiré. Dans quel complexe monumental et architectural la pyramide à degrés a-t-elle été construite? Dites-nous, professeur. Il faut imaginer tout le quartier de la Goutte d'Or et ses prolongements pour voir l'étendue du domaine funéraire de Saqqara. Il y a la pyramide, mais il y a aussi le domaine funéraire, c'est-à-dire cette cité funéraire qui était censée abriter les rites du pharaon. Et parmi les rites, vous voyez, Jacques-Philippe Lauer l'a produit, il y a le pharaon qui est en train de se livrer à ce qu'on appelle des séances d'endurance et de course. C'est le pharaon Djoser. Et on le voit avec un sceptre en train de courir sur des kilomètres et des kilomètres, ce qui fait partie de l'initiation du pharaon. Il devait le faire au moment du jubilé royal où son cas doit être revitalisé chaque fois qu'il atteint un certain nombre d'années de règne. Donc le pharaon, c'est à partir de ça que ces courses vont être découvertes par les Grecs. Et les Grecs vont adorer cette épreuve-là que le pharaon fait, c'est-à-dire l'endurance, la course à pied. Et ils vont installer ça dans le cadre de ce qu'ils appellent les cérémonies d'Olympie. Oui. Ils vont installer ça dans la localité de Marathon. Et ça va devenir le marathon. Donc le pharaon, il faisait le marathon. Donc ce que je veux dire, c'est que les Jeux olympiques ont été découvertes plus tard par le baron de Coubertin, mais c'était une pratique africaine, les Jeux olympiques. Et l'épreuve reine, c'était le marathon dans le jubilé royal du pharaon, comme le fait Djoser. Donc en même temps, et le pharaon devait faire aussi ce qu'on appelle la lutte. La lutte. Et donc les Nubiens, on voit des hommes qui ont 2 mètres 10, qui ont une masse de 150 kilos et qui se déplacent comme des gazelles dans la nature. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lutte nubienne, des Nubiens. Et les Sénégalais, étant en fait des descendants des Chilouks, des Kaukau, des Dinka, des Nouers, eh bien, ils ont repris cette lutte qui est aujourd'hui un phénomène au Sénégal. Et d'ailleurs, dans les luttes comme ça que le pharaon Djoser faisait, et devant tout le peuple, avec ses propres sujets, celui qui était vaincu, il ne devait pas humilier le vaincu, mais il devait au contraire l'aider à se relever, n'est-ce pas? Et donc, c'était ça qu'on appelait le combat avec l'idéal chevaleresque de la Mahat. C'est-à-dire, on ne devait pas achever un adversaire à terre, on devait le relever, parce que la réplique qu'il te donne, c'est ça qui te permet de voir la mesure et les limites de ta propre force. Donc, on célébrait aussi bien le vaincu que le vainqueur, parce que le vaincu, c'est celui qui permet au vainqueur de pouvoir mesurer les limites de sa propre force. Et le vainqueur trouvera toujours en face de lui quelqu'un d'autre pour le vaincre. Donc, ça, ce sont des leçons de vie que les Africains développaient. Et vous savez que cette lutte va donner plus tard la lutte gréco-romaine, Oui. et selon le même processus que j'ai indiqué. Donc, le domaine funéraire de Saqqara contenait aussi les lieux où les épouses royales et les adoratrices divines venaient célébrer le pharaon. C'est le lieu de dire que sans les femmes, le royaume d'Égypte n'aurait jamais survécu. C'était les femmes qui étaient les adoratrices. Et la reine mère, c'est-à-dire la mère du pharaon Djoser, celle qu'on appelait effectivement la véritable reine du pays, c'est elle qui était la seule qui pouvait donner la réplique au pharaon et lui faire comprendre que son peuple n'est pas content. Tout remontait à l'oreille de la reine mère. Et c'est la même chose dans le royaume d'Ashanti. Comme vous le savez, l'intronisation royale ne pouvait pas se faire sans la reine mère. Et la reine mère avait donc un grand complexe à l'intérieur du complexe funéraire avec les adoratrices divines, n'est-ce pas, qui l'entouraient. Et quand il y avait des deuils, il y avait donc les pleureuses qui se mettaient ensemble sous les percussions du tam-tam, etc. et qui convoyaient donc le défunt vers sa demeure d'éternité. C'est ça l'Afrique, la grandeur de l'Afrique. Et je terminerai par le mariage. J'ai dit tout à l'heure que les cérémonies se faisaient aussi dans le complexe funéraire. Les mariages coutumiers pharaoniques, qui est la même chose que le mariage coutumier à Caen, que le mariage coutumier Sérère, que le mariage coutumier Casamance. Et il fallait que
l'époux et l'épouse, qui sont en fait les deux parties séparées du même être, qui est le jumeau androgyne, retournent à l'unité fusionnelle originelle d'atomes. C'est ça le sens du mariage. Le mariage, pour le définir, ce n'est pas d'aller dans une église pour dire simplement pour le meilleur et pour le pire, jurez-vous de l'accompagner, oui. Et quelque temps après, on se rend compte qu'en fait, on a dit oui, mais sans savoir pourquoi on a dit oui. En Afrique, ce sont des familles qui se marient. C'est la fusion des familles. Et il n'est pas facile de sacrifier les enfants par égoïsme en disant qu'on a cessé d'aimer, donc c'est la fin de l'amour. Il y a quelque chose qui est au-delà de l'amour dans l'amour. Ce qui est au-delà de l'amour dans l'amour, c'est la reproduction de l'espèce. À la recherche de notre histoire, aux sources du génie africain, la découverte des sages et des savants noirs de l'Égypte pharaonique d'Imhotep à Manéthon avec le professeur Jean-Charles Covy-Gomez. Nous allons commencer avec la première question. Quel est l'apport d'Imhotep de Memphis à l'architecture mondiale, professeur? L'architecture, c'est l'art de partir des formes de la géométrie cosmique pour utiliser des volumes et aboutir à un monument. Un monument. Le monument peut être habité, il peut ne pas être habité. Par exemple, il y a des monuments qui sont là, simplement symboliques, mais d'autres monuments sont habités comme les maisons que nous habitons. Mais derrière une architecture, il faut d'abord une connaissance de l'environnement. Par exemple, il y a un architecte dont nous parlerons qui, en pleine falaise, dans une falaise, a construit le temple de Der el-Bahri, de la reine Hatshepsut, dont le nom signifie la première des nobles dames, la reine Makare Hatshepsut. Donc, si l'architecture est bien cela, ça veut dire que ce qui est important, c'est le concept qui est inspiré des cosmogonies pour bâtir une maison ou pour bâtir un monument. S'il en est ainsi, le premier homme à avoir introduit un concept architectural, archétypal dans cette science, c'est Imhotep. C'est le premier homme. Ce concept, c'est l'ascension divine du pharaon sur un escalier céleste. C'est ça la pyramide à degrés. Voyez? Donc, la pyramide à degrés, c'est ce concept. Mais ce n'est pas seulement ce concept. Parce que pour aboutir à la pyramide, il y a des sciences auxiliaires de l'architecture, comme l'architecture monumentale, les mathématiques, c'est-à-dire la géométrie architecturale, l'astronomie architecturale, et toutes ces sciences qui ont été mises ensemble pour aboutir à ce chef-d'œuvre. Dans cette deuxième acception, Imhotep est également le premier innovateur et précurseur dans l'histoire de l'architecture. La troisième chose, c'est qu'il faut utiliser aussi ce qu'on appelle les ressources humaines aujourd'hui, ce qu'on appelle la conjugaison des talents. Donner à chacun sa part dans une division du travail scientifique pour aboutir à la construction de ce chef-d'œuvre et de ce monument. Eh bien, Imhotep a géré des savants, des ingénieurs par centaines, mais aussi des ouvriers. Et ceci, on ne peut pas le faire si on n'est pas précurseur en management des ressources humaines. Donc, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les managers, Imhotep fut le premier manager de l'architecture universelle. Et nous lui devons donc cette reconnaissance qu'on doit aux pionniers. Parce qu'il est très facile. Nous avons une conception de la tradition qui est erronée. Nous pensons souvent que la tradition est figée. Et que la tradition, c'est un savoir rudimentaire. Non. Le Corbusier nous dit que la tradition, c'est la chaîne ininterrompue de toutes les innovations. Donc, la tradition suppose qu'on est d'abord un point de départ. Et le point de départ est plus important que toutes les innovations qui suivent. Parce que le point de départ, c'est le moment de la gestation du savoir. Et ce moment, un peu comme une femme qui est en travail, c'est le moment le plus douloureux. Mais une fois que cette femme libère le prince ou la princesse avec lequel ou laquelle elle fusionnait, la même femme qui était en travail et en douleur rayonne de joie et de sérénité dès qu'elle entend le premier cri du nouveau-né. C'est un peu ça la science. Imhotep nous a donné à entendre le premier cri de la science architecturale.
Imhotep de Memphis était aussi un médecin renommé de l'Antiquité méditerranéenne. Alors d'où lui vient cette réputation dont l'écho retentit toujours à travers les âges et les siècles, professeur? Un médecin, dans l'ancienne Égypte, on l'appelait Sounou. Et la langue pharaonique montre que ce terme est polysémique. Ça dépend des déterminatifs. Donc le médecin, c'est d'abord celui qui s'occupe du corps. Mais le corps est complexe, c'est pas le corps seulement. Il y a Kat, qui est le corps physique, mais il y a aussi Saou, qui est le corps astral et énergétique, qui est lié au corps physique. Mais c'est aussi celui qui s'occupe de l'ombre. C'est aussi celui qui s'occupe du bas, l'âme volatile, du Ka, la force vitale transcendante, du Ib, c'est-à-dire le cœur comme siège de la conscience et réceptacle des affections. C'est celui qui s'occupe aussi de Sekem, c'est-à-dire cette partie de nous-mêmes qui fait que nous sommes capables de nous transcender quand nous sommes en danger de mort. L'instinct de survie. C'est aussi celui qui s'occupe du nom, le nom étant la forme cachée de l'être. Ainsi de suite. C'est ça d'abord le médecin. Donc le médecin, c'est un guérisseur psychologique. C'est ce qu'on appelle les thérapeutiques spéciales dans l'ancienne Égypte. Personne n'était plus avancé que les médecins égyptiens dans la connaissance du fonctionnement du psychisme humain. Celui qui le dit d'ailleurs, c'est le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, dans son ouvrage « L'homme Moïse et les origines du monothéisme ». Si le rêve est bien la voie royale qui mène à l'inconscient, qui a étudié mieux le rêve que les anciens Égyptiens? La clé des songes. Ce sont les anciens Égyptiens qui détenaient la clé des songes. L'histoire dit même que Poutifar, dont le vrai nom égyptien était Padipara, c'est lui qui a donné ça à Joseph. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la guérison psychologique, mais il y a aussi les guérisons anatomiques. Le corps aussi fonctionne. Et sans le corps, on ne peut pas fonctionner. Les anciens Égyptiens sont les premiers à avoir fait de la médecine préventive. Ils savaient très bien, depuis la nuit des temps, comment fonctionnait le corps humain. Donc, ils ont disséqué toutes les parties, du cerveau jusqu'aux ongles. Donc, l'anatomie du corps humain n'était pas un secret pour les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique. Ce n'est pas non plus un secret aujourd'hui pour les Noirs d'Afrique. Mais les anciens Égyptiens utilisaient aussi la nature pour guérir. C'est ainsi qu'ils connaissaient toutes les plantes. Les vertus curatives des plantes, les anciens Égyptiens les connaissaient. Les anciens Égyptiens savaient aussi ce qu'on appelait la médecine hygiénique. Victor Loré, l'égyptologue de Lyon, du cercle lyonnais, a montré comment ils se brossaient les dents. Les anciens Égyptiens, c'est pas bon de prendre par exemple des produits chimiques pour se mettre sur les dents, c'est pas bon. C'est pour ça que les dents, d'ailleurs, la dentition ne tient pas. Bon, en dehors aussi des sucreries. Donc, les anciens Égyptiens, oui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le charbon noir et ils mettaient de l'eau avec du charbon et ils frottaient les dents. Et après avoir frotté bien, ils expulsaient le charbon et après, ils prenaient du lait pour nettoyer. Et donc, les dents étaient comme des miroirs en ivoire. Les dents, la dentition des anciens Égyptiens était exceptionnelle. Donc, il y avait plusieurs corps de médecins. Et les anciens Égyptiens sont les premiers à avoir fait des tentatives d'opération à cœur ouvert. La première opération, le patient est décédé quelques mois après. Mais la deuxième opération, le patient a fini avec une mort naturelle. Mais on croit aujourd'hui que de telles opérations ne sont faites que par les Occidentaux. Et on donne au monde entier l'illusion que la médecine est née en Occident. Tout au plus concède-t-on qu'il y avait une apiculture chinoise et qu'il y avait des médecins arabes, comme notamment Ibn Rushd et Ibn Sina. Ibn Sina étant à Vicenne, Ibn Rushd à Verroès. Eh bien, Imhotep maîtrisait tout cela. C'est pour ça que les Grecs qui ont étudié en Égypte, les néophytes grecs, qui avaient besoin d'aller s'abreuver tels des Lamantins à cette source du savoir du Nil, étaient obligés de diviniser Imhotep. L'un d'entre eux s'appelait Hippocrate de Cos, natif de Cos. C'est le patron de la médecine occidentale. Eh bien, il a un document très célèbre, vérifiable par n'importe qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Et dans ce serment, il jure pour faire l'œuvre de médecin, ne pas infliger la mort à un patient, ne pas manquer de vigilance dans le soin, etc. Il dit, je jure par Imhotep, Asclépios, etc. Donc, il jure non pas sur un dieu grec,
non pas sur un dieu mycénien, non pas sur un dieu hellène, mais ils jurent quant au fond sur un savant noir polyvalent médecin, Imhotep de Memphis, qui sera divinisé par les Grecs eux-mêmes, après avoir été divinisé en Égypte. Donc, c'est pour cela que le plus grand symbole, d'ailleurs, c'est ça, la matérialisation symbolique de ce que nous disons. Le plus grand symbole de tous les médecins, c'est le caducée des guérisseurs. Eh bien, le caducée, c'est quoi? C'est le symbole, tout simplement, d'un serpent bicéphale. L'une des têtes du serpent qui a un même corps, qui a un même... Oui, l'une des têtes secrètes, le venin, et l'autre, l'antidote, qui va détruire le venin. Ça veut dire qu'en chacun de nous, nous avons des puissances de destruction et nous avons aussi des puissances de régénération de ces puissances de destruction. C'est à partir de là que on va dire, on guérit. Guérir, c'est quoi? C'est sécréter l'antidote qui va détruire le venin du mal et de la maladie. Et c'est ce symbole africain que nous appelons au Dahomey Dambala. C'est-à-dire Dambalako. C'est-à-dire, on a un bâton, il y a le serpent qui s'appelle Dan, dans ma langue. Bala, ça veut dire s'enroule. Hein? Et ce serpent bicéphale va sécréter le poison et l'antidote. C'est des rites qu'on fait aujourd'hui jusqu'à présent dans la tradition d'Ile-Ife, hein, d'Oyor, de Kétou et du Dahomey, dont je suis originaire. Et c'est d'ailleurs le serpent qu'on retrouve sur les sigles des pharmacies. Absolument. En fait, qui est enroulé autour du Parce sigle que, pharmacie. comme vous le savez, guérir, c'est aussi produire les médicaments. Et la plupart des médicaments pour les Imhotep et les anciens médecins, c'était pas tout simplement des médicaments chimiques. C'était tout simplement le jus ou la semence qu'on tire des plantes. Donc, dans ma langue, on dit amansi. Si, ça veut dire l'eau. Aman, ça veut dire la plante. Pour dire, en fait, la guérison. Et celui qui guérit, on l'appelle amawato. C'est-à-dire celui qui utilise, celui qui possède l'art et la science de tirer le jus qui permet de guérir de la plante. Quel était le niveau de connaissance scientifique des médecins de l'Égypte pharaonique que d'aucuns assimilent de nos jours à des magiciens, des thaumaturges? Vous savez bien que dans les livres sur les inventeurs et les savants qu'on présente partout en Occident, la médecine égyptienne est ravalée au rang de pratique magique et thaumaturgique. Et on dit que les Égyptiens n'ont pas dépassé ce niveau-là. C'est un peu normal parce qu'il faut faire des Égyptiens des sorciers. Et seuls les autres, ils sont dans la révélation et la lumière. Hein? Les Égyptiens sont dans l'obscurité et la sorcellerie. Et c'est ainsi que quand il y a des rites, on dit que Jésus a marché sur les flots du Jourdain. On appelle ça le miracle chrétien. Mais quand Osiris, des millénaires avant, les rites disent qu'il a marché sur les flots du Nil, on appelle ça la magie noire égyptienne. Donc vous voyez, pour un même rite, il y a deux manières de qualifier. Je prendrai un grec pour résoudre ce problème. Ce grec, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est Hippocrate. Hippocrate dit, dans les annales rapportées par les savants qu'on appelle les doxographes de l'Antiquité, spécialistes de l'Antiquité, c'est un Allemand qui a rapporté ça. Hippocrate dit que en Égypte, il existait des pathologies qui n'ont jamais été détectées par les ancêtres des Grecs. Et que la plupart des pathologies, et il insistait sur ce qu'on appelle en termes techniques les céphalées. Les céphalées, en fait, sont les maux de tête. Ouais, migraine. Les migraines. Vous savez que des gens, toute leur vie, ont des céphalées. Mais sans savoir pourquoi ils ont des céphalées. Et quand ils vont voir les médecins, tout ce que la médecine moderne peut leur donner, C'est des médicaments. ce sont des médicaments pour soulager la douleur. Et ces médicaments, les plus puissants d'entre eux, chimiquement, aggravent même la douleur qu'on est censé soulager. Les anciens Égyptiens ont compris qu'il y a une sorte d'interaction entre tous les organes du corps humain. Et que souvent, une migraine peut être le résultat de dysfonctionnements anatomiques venant d'autres organes périphériques. Ce n'est pas parce que vous avez mal à la tête que ça ne concerne que la tête. Donc, ils vont inventer ce qu'on appelle une thérapeutique symbiotique. Mais
ciblé sur un mal local. C'est-à-dire, vous avez un mal, par exemple, d'une partie de votre corps, mais ce mal peut venir de dysfonctionnements qui sont dus à d'autres organes, puisque c'est comme un orchestre. Pour arriver à la symphonie, il faut que tout le monde joue la même partition. Eh bien, le corps joue la partition des organes vitaux. Quand on a un certain âge, on dit, vous avez l'âge de vos entrailles. Eh bien, il faut extraire dans les entrailles du corps humain la source du mal de tête que vous avez. Ça veut dire que c'est une médecine qu'on appelle symptomale. Vous avez des maux qui sont en fait des symptômes de dysfonctionnement organique que le médecin généraliste ou le spécialiste occidental n'arrive pas à localiser. Ce que je veux dire là, ça a été dit dans un ouvrage par Thierry Bardinet. Thierry Bardinet, c'est un grand savant égyptologue qui nous a laissé un ouvrage extraordinaire sur tous les papyrus de médecine de l'Égypte ancienne. Ce ne sont pas des spéculations sur le niveau de connaissance supposé des médecins égyptiens, mais les textes eux-mêmes qui sont dépouillés, étudiés, commentés à partir de la source hiéroglyphique. Quel est le résultat? Les Égyptiens sont les seuls sur la terre à avoir maîtrisé tous les domaines de la médecine. Tous les domaines de la médecine. Même la réflexologie. Même les thérapies par la musique. Quand vous voyez des êtres qui sont anxiogènes, au lieu de leur donner des antidépresseurs, le meilleur antidépresseur, c'est la musique. Donc, cela veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la prospective de la science médicale, c'est la redécouverte en fait des connaissances de l'ancienne Égypte. L'ancienne Égypte a maîtrisé la médecine à un niveau. Nous en reparlerons lorsque nous allons parler d'une dame d'exception qui s'appelait Passagiatou, c'est-à-dire Pécéchette pour les égyptologues, la cheftaine de l'ordre des médecins de Haute et de Basse Égypte. Une femme extraordinaire qui était, si vous voulez, affectée au traitement de toutes les maladies osseuses. Donc le papyrus Edwin Smith vous montre comment on traite les fractures, comment on remet en place des muscles, comment on fait tout ça. C'est le papyrus Edwin Smith. Vous avez le papyrus Ebers qui vous montre le fonctionnement organique et la façon dont le sang circule, la circulation sanguine. Et donc, les mots, pour la première fois, pour dire globule blanc, globule rouge, hémoglobine, tous ces mots-là, c'est l'Afrique qui les a donnés et c'est les mêmes mots qu'on trouve chez les Sérères et les Wolofs, les Mandingues, c'est-à-dire tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les peuples primitifs d'Afrique, qui en fait étaient à l'origine du génie humain dans le domaine de la médecine. Peut-on évaluer l'apport d'Imhotep de Memphis à la médecine universelle à présent? Imhotep de Memphis a été divinisé par les Grecs parce que c'était lui qui était le maître de ce que j'appelle la médecine symptomale et préventive qui tenait compte de tous les aspects du fonctionnement du corps humain. J'ai parlé tout à l'heure du Kat, oui, du Saou, du Raibit, du Ren, du Ba, du Ak, du Sekem, etc. Il y avait 9 entités qu'on appelle les 9 entités ontologiques du corps humain. Et bien ces 9 entités ontologiques correspondent en fait à des régions organiques du corps humain considérées comme un temple global. Et c'est ça, de ça que parle Schwaller de Lubick dans son ouvrage, son monument, intitulé Le Temple de l'homme, de Schwaller de Lubick. Le temple de l'homme, c'est le corps. Et le corps, c'est fait à l'image du divin. Donc si les premiers hommes étaient noirs, du simple fait qu'ils vivaient sous une latitude où l'absorption des radiations nocives ultraviolettes était une source de danger de mort immédiate, il fallait donc un écran de mélanine pour absorber ces radiations ultraviolettes. Et cette mélanine, qui renvoie à des grains de mélanocytes et qui a fait que les anciens Égyptiens ont été examinés en laboratoire par des spécialistes d'anthropologie physique comme le professeur Rabino Massa, auquel je rends hommage, qui dit ceci, je cite, la phrase est un peu compliquée, mais je cite, l'analyse histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence
la présence de granules de mélanine dans le cytoplasme de la couche basale. C'est-à-dire que les granulations de mélanine étaient présentes dans le corps des anciens Égyptiens. Donc, on a beau dire qu'ils étaient des blancs à peau noire, nous disons que on n'a qu'à nous montrer dans la nature déambulant des blancs à peau noire. Ça n'existe pas. C'était des noirs. Et même, où étaient alors les blancs à peau blanche? Pourquoi ne montre pas des blancs à peau blanche? Pourquoi ces blancs-là, égyptiens, doivent être les seuls sur la terre à avoir la peau noire? Donc, vous voyez bien, c'est ce que nous disons. Nous disons donc que les blancs à peau noire, c'est une invention, une supercherie intellectuelle pour pouvoir camoufler le fait que l'Afrique a été à l'origine de ce génie dont nous parlons. Et Imhotep de Memphis, concevant le corps de l'homme, ce n'est pas étonnant d'ailleurs pour un architecte, comme un temple cosmique, mais le microcosme du macrocosme. N'est-ce pas? C'est ça le corps de l'homme. Il veillait à ce qu'on prenne le plus grand soin du corps de l'homme, un peu comme on prend soin du cosmos. Et ce corps de l'homme, toutes les étoiles, c'est les organes vitaux. Vous avez des comètes dans votre corps. Vous avez des étoiles fixes, des étoiles circumpolaires, l'intestin grêle, l'intestin aorte, tout ça. Eh bien, Imhotep, c'est celui qui maîtrisait ça et qui tirait des éléments de la nature, c'est-à-dire les plantes, qui tirait de la musique, qui tirait de tout ce qui peut apaiser. Parce que le but d'Imhotep, c'était que l'homme soit en harmonie avec lui-même. Pour être en harmonie avec soi-même, il faut que toutes les parties organiques de votre corps jouent la même partition. Ce que j'appelle le ballet organique et symphonique. Et il faut ensuite que vous soyez en harmonie avec les autres hommes. C'est-à-dire les autres vous-même que vous appelez les autres hommes. Et notamment avec votre femme, avec laquelle vous avez... Donc, il y avait aussi une dimension médicale dans la sexualité. La sexualité, c'est un médicament. La sexualité, c'est pas un acte d'appropriation et de destruction du corps de l'autre. Donc, il y avait cette dimension-là. Hein? Et puis, il y avait aussi les aspects les plus importants, c'est-à-dire la formation des médecins. Les médecins ne devaient pas être spécialistes tout de suite. Ils devaient tous être polyvalents. C'est ainsi que des dentistes pouvaient soigner en même temps et des problèmes de musculation. Ainsi de suite. Des spécialistes du cerveau, l'anatomie du cerveau. Les anciens Égyptiens disséquaient le cerveau. Ils ont même été plus loin. Ils ont montré la partie du cerveau à partir de laquelle nous parlons. Pourquoi nous parlons? La partie, l'hémisphère du cerveau qui permet la parole, qui est en relation avec la parole. N'est-ce pas? Et cet hémisphère, une fois qu'il est touché, vous devenez muet. Et les anciens Égyptiens avaient la prévention, connaissaient tout cela. L'Occident n'a rien inventé. Il y a un auteur qui a été ostracisé pour avoir publié un livre extraordinaire. Il s'agit de Garaudy. Il a publié un livre intitulé « Pour un dialogue des civilisations, l'Occident est un accident ». Effectivement. C'est-à-dire que quand nous disons l'Occident est un accident, nous voulons dire que sans les civilisations qui l'ont précédé, le génie hellène, le génie grec n'aurait pas pu atteindre le niveau de développement qui a été le sien. Et c'est en vertu de cette remarque que nous disons que ceux qui parlent de miracle grec, ils parlent tout simplement d'un mirage grec. C'est pas un miracle, c'est un mirage. Hein? Parce que si réellement les Grecs comme Hippocrate divinisaient des nègres comme Imhotep, ce n'était pas par plaisanterie ou par envie de faire plaisir aux nègres. C'est tout simplement parce qu'ils avaient conscience de l'endroit d'où ils ont pris ce savoir. Et l'endroit n'est pas important, ni la couleur de peau d'Imhotep. Ce qui est important, c'est la sédimentation du génie humain en Afrique. Et c'est pour cela que l'Europe a un héritage africain. L'Asie a un héritage africain. L'Océanie a un héritage africain et l'Amérique a un héritage africain. Et pour connaître les plus grandes et les plus anciennes annales médicales de l'humanité, nous sommes obligés, là encore, de partir à la quête et sur les traces d'Imhotep. Alors, professeur, Imhotep de Memphis était connu dans l'Antiquité comme un sage, un philosophe illustre. Alors, peut-on résumer succinctement ses connaissances philosophiques et éthiques? Imhotep de Memphis est assurément le premier philosophe et sage dans l'acception grecque même du terme.
Comme vous le savez, il y a chez Plutarque, cet auteur de basse époque, il y a ce qu'on appelle le banquet des 7 sages. Donc les sages, depuis Thalès, Bias, Pythagore, Solon et tous les autres, ils disent tous unanimement que la sagesse leur est venue de la vallée du Nil. Ils n'ont pas dit Babylone, ils n'ont pas dit Sumer, ils ont dit l'Égypte et l'Éthiopie. Ils ont ajouté que c'est pour cela que les Égyptiens et les Éthiopiens étaient considérés non seulement comme les êtres les plus sages du monde, mais étaient considérés aussi comme les hommes les plus anciens du monde. Les hommes les plus sages, et ils disent leur sagesse en fait, c'est un ensemble de préceptes qui sont corrélés à des savoirs fondamentaux. Ces savoirs fondamentaux sont au nombre de 3. Le savoir-être, que je définirai comme l'ensemble des connaissances qui permet à l'homme d'être en harmonie avec lui-même, en harmonie avec les autres hommes et en harmonie avec les forces cosmiques. Deuxièmement, le savoir-vivre, c'est-à-dire les règles avec lesquelles on est un bon époux, un bon frère, un bon ami, un bon cousin et non pas un prédateur. Et enfin, troisièmement, le savoir-faire. Parce que si nos ancêtres ont pu réaliser des choses avant nous, nous sommes en capacité et dans l'obligation de réaliser plus que ce qu'ils n'ont réalisé. Parce que nous sommes venus après eux. Donc, je vais prendre une métaphore qui va peut-être parler aux auditeurs d'Afrique. Allez-y. S'il est impossible de saisir le soleil dans ses mains, parce que ce serait trop brûlant, et les dommages pour les mains seront inquantifiables, il n'est pas impossible de d'approcher ses membres pour capter ses rayons. N'est-ce pas? Donc je traduis en français. À défaut de pouvoir être parfait, il faut s'efforcer en toutes circonstances d'être perfectible. C'est donc la perfectibilité dans la quête de l'excellence qui marque ce que j'appellerai la connaissance du sage. Mais la connaissance du sage ne peut pas se terminer comme ça. Il faut aussi cheminer dans l'horizon d'une déesse qui incarne la vérité, la justice, la transparence, la droiture, la sincérité. Autant de qualités qui se rattachent à la vertu cosmique de Maat, la déesse Maat, dont le vrai nom est Méité, Mété. Hein, notre maman Méité que tu vois là. Elle a une plume d'autruche sur la tête. Et c'est une déesse qui est au-dessus même du Créateur. Puisque le Créateur doit se conformer à cette déesse. Et c'est la seule déesse pour laquelle on ne fait pas de culte. Pour ne pas la corrompre. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on dit derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Je dirais que avant un grand homme. Parce qu'on dit derrière parce qu'on croit que l'homme est grand par lui-même. Non. Avant un grand homme, il y a toujours une femme vertueuse. Et la femme vertueuse par excellence, qui régule les relations entre les nétérous, c'est-à-dire les manifestations cosmiques visibles de l'énergie créatrice invisible, c'est Maat. Et donc, c'est ça, la philosophie. La philosophie, c'est la quête de la vérité. Donc, Pythagore, quand on lui a dit, mais es-tu digne d'être l'égal des sages qui t'ont instruit à Memphis pendant 22 ans? Pythagore a séjourné à Memphis pendant 22 ans pour pouvoir avoir les rudiments de la cosmogonie Memphis qui va faire de lui celui qu'on appelle le créateur de la métempsychose ou la métasomatose. Mais Pythagore, quand on lui a demandé, mais est-ce que tu penses avoir égalé les sages de la vallée du Nil qui t'ont formé? Il a dit, je ne peux jamais prétendre être un sage, c'est-à-dire sophos en grec. Je peux tout au plus m'efforcer de développer, cultiver en moi l'amour de la sagesse philosophos. L'amour de la sagesse philosophos. C'est-à-dire, je serai tout au plus un philosophe. C'est-à-dire quelqu'un qui cultive humblement en moi l'amour de la sagesse, mais je ne saurais en aucun cas prétendre au titre de sage, car ce titre, il était réservé aux initiés
supérieure de la vallée du Nil, dont Imhotep de Memphis semble être une des incarnations immortelles. Alors justement, quel est l'idéal philosophique poursuivi dans leur quête métaphysique et ontologique par Imhotep de Memphis et les sages qui l'ont suivi en Égypte pharaonique, professeur? Quand on parle d'idéal, on parle d'abord d'une idée. L'idéal n'étant rien d'autre que la projection transcendantale de cette idée. L'idée de l'Égypte ancienne, c'est que les lois qui régissent le fonctionnement de l'univers, qui s'appelle Yer, c'est-à-dire Joru en fait, vocalisé, qui veut dire la totalité de ce qui a toujours été, de ce qui est et de ce qui sera toujours. Eh bien, ce qui régit l'idée, c'est que c'est l'énergie de la lumière divine de Ra qui irradie l'univers entier. Donc, comme la Terre ne peut pas avoir ses lois dissociées des lois cosmiques, oui, il faut donc bâtir une civilisation à partir des lois de l'univers. Si on dit que un homme et un homme ne peuvent pas se marier, ce n'est pas parce que on est contre les couples de ce genre. C'est parce que si on généralisait de telles pratiques, il n'y aurait plus de reproduction de l'espèce et il n'y aurait même plus de couples de ce genre. Donc on n'est plus dans la dimension de l'homophobie que nous récusons, parce que la civilisation égyptienne était une civilisation humaniste. Mais ce que nous disons, la reproduction de l'espèce est la seule chose qui puisse rendre hommage au Créateur et à la création. Et c'est à ce service que nous sommes. Donc c'est ça l'idéal transcendantal philosophique, poursuivi par la civilisation et les sages. Et Imhotep, dont nous avons perdu certains traités, oui, parce que ça a été brûlé. Parce qu'il faut bien prendre conscience du fait que j'ai dit que nous étions, c'est-à-dire les nègres d'Afrique, sont les premiers à avoir une bibliothèque. Donc ça s'appelait Père Médiate, la maison des livres. Et effectivement, la bibliothèque de Ramsès II, dans le Ramesséum, n'est-ce pas? Bon, Ramsès II, c'est des noms grécisés. Son vrai nom, c'est Ouser Matre Ramessou. Hein? Donc sa bibliothèque dans le Ramesséum contenait 700 000 volumes. Et sur les 700 000 volumes, il y avait peut-être une centaine de volumes dus à Imhotep seul. Ce sont les Noirs seuls qui faisaient de telles œuvres. Parce que le but est résumé dans une formule. Immortel et sage est quiconque, dans un laps de temps limité et sur le chemin de la mort, parvient à accomplir une œuvre d'éternité. Voilà pourquoi Ahmed Baba avait plus de 300 livres. Amadou Baba. Nous sommes dans l'Empire Songhai. C'était les plus puissants génies sur lesquels nous reviendrons plus tard dans d'autres sagas estivales. Et donc Imhotep, il avait des traités qu'on appelle les traités du savoir-vivre. Je vous ai parlé du savoir-vivre. Il avait des traités qui permettaient aussi de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité. C'est-à-dire, vous faites un livre, vous traitez par exemple du cœur, mais vous traitez du cœur sous l'angle philosophique. Vous traitez du cœur sous l'angle médical, sous l'angle anatomique, etc. Sous plusieurs angles. C'est Imhotep qui a inventé ça. Et ça, c'est ça qui va donner naissance plus tard à ce qu'on appelle l'encyclopédie. C'est-à-dire des connaissances encyclopédiques. Donc en fait, l'idéal philosophique d'Imhotep était également un idéal encyclopédique. Et la première encyclopédie avant Diderot et d'Alembert dans l'histoire, c'est l'encyclopédie d'un sage dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Amenémopée. C'est un de nos papas et qui était vraiment un génie également dans l'acception imhotépienne. Alors Imhotep de Memphis, c'était aussi le vizir, c'est-à-dire le premier ministre du pharaon Djeser de la 3e dynastie. Alors, quelles connaissances étaient requises pour occuper une si haute fonction, professeur? Vous savez bien que le terme premier ministre vient d'une extrapolation sémantique. C'est-à-dire que le mot vizir n'est pas égyptien. C'est un mot mésopotamien, même si c'est répandu dans toute la littérature. Le véritable terme égyptien, c'est Tchati, qui veut dire en fait le serviteur de Dieu. Et donc, le titre de celui qu'on appelle premier ministre, hein,
C'est-à-dire, excusez-moi, c'est pas quelqu'un qui avait les mêmes fonctions que Manuel Valls. Voilà. Hein, je crois que c'est quelqu'un qui avait une fonction qui consistait. Parce que l'ancienne Égypte fonctionnait institutionnellement, pour répondre à votre question. Il y avait deux institutions qui assuraient la gouvernance pharaonique. La première, c'est ce que j'appelle le gouvernement religieux. Et ce gouvernement avait à sa tête le grand prêtre d'Amon, qui résidait à Karnak, où il y avait le grand temple d'Amon de Karnak. Hein, donc le vrai nom de Karnak, c'est Ipet-Sout en pharaonique, n'est-ce pas? Et donc, c'est le plus haut lieu de culte de la race noire. Ce n'est pas du tout. La terre sainte, c'est la terre qui va de la région des Grands Lacs jusqu'aux pyramides pour la race noire. Toutes les autres terres saintes ont été sanctifiées ensuite, lorsque la race noire a perdu l'initiative historique. Donc, le grand prêtre d'Amon de Karnak avait sous sa direction toute une hiérarchie de prêtres spécialisés. Par exemple, les prêtres Wabou, qui sont ceux qui purifient. Les prêtres Sem, vêtus de la toge de léopard. Parce que le mot même qui veut dire Congo, ça veut dire Congo, ça veut dire les dompteurs de léopard. D'accord? Et donc, les pharaons ont hérité ces rituels des peuples des Grands Lacs. Rituels que vous trouvez chez les Zoulous, dont le nom signifie en fait ceux qui viennent du ciel. Et les rituels que vous trouvez chez les peuples du Kenya, n'est-ce pas? Les Rendis, et les rituels que vous trouvez chez les Oromo d'Éthiopie et dans toute la vallée du Nil. Le noir seul mettait la toge de léopard dans les rites. Et vous avez aussi la confrérie des dompteurs de lions, n'est-ce pas? Comme le lion de Nubie qu'on appelle Apédémaque, qui était donc le lion à partir duquel on a érigé la fable du lion de Juda, en disant que le lion de Judée, il n'y a pas de lion en Judée. En Judée, il n'y a pas de lion. Les lions, c'est en Afrique. Vous ne trouverez pas de lion chez Salomon là-bas. Donc, ce que nous voulons dire, quand vous prenez l'empereur Ménélique, il a toujours son trône avec deux lions. Un lion qui regarde vers l'est, un lion qui regarde vers l'ouest. Ces deux lions, ils fixent deux horizons, ce qu'on appelle le double horizon, les deux horizons, qu'on appelle donc Aketi en égyptien, selon le duel féminin Aket, Aketi, n'est-ce pas, en égyptien, le double horizon. Et donc, ce sont ces trônes avec les deux lions que les rois de France vont reprendre. Lorsqu'ils vont faire des rites d'initiation et ils vont dire qu'ils sont devenus les rois soleil, n'est-ce pas? Ils vont reprendre ça. Donc vous voyez les rois de France comme Tienderi et Chidéric, et tout ça. Même Clovis, tous ces gens, les baptêmes là à Reims là, il y avait les lions là. Pourtant il n'y a jamais de lions dans les Alpes non plus. Il n'y a pas de lions dans les Alpes. Bon, donc c'est des rites africains millénaires. Donc ce que je veux dire, c'est que ce gouvernement religieux doit s'occuper de la gestion du sacré. C'est-à-dire la relation de l'Égypte pharaonique à la transcendance divine d'Amon-Ra. Mais il y a une gouvernance, ou plutôt un gouvernement civil, qui lui est basé sur une administration qu'on appelle l'administration des scribes. Et tous les scribes sont formés non pas dans un collège, non pas dans un lycée, parce que nous disons lycée aujourd'hui à Douala ou à Cotonou parce que c'est une secte créée par Aristote, qui lui-même avait étudié chez nous. Donc nous prenons les sectes des gens, mais on ne prend pas le nom originel, l'original. Parce que le nègre est dans le mimétisme aujourd'hui, puisque le nègre n'a plus de créativité. Et on dit aussi l'académie. L'académie, c'est la secte de Platon, qu'on appelle l'académie en fait. Mais nous, on disait jamais ça, on disait Père Ankh, c'est-à-dire la maison de vie. Parce que ce qu'on va étudier, c'est pas des spécialités livresques. Ce sont des savoirs fondamentaux. Le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire, mis au service de procédures disciplinaires qui permettent ensuite de créer le monde des ancêtres sur Terre. Le monde des ancêtres sur Terre, c'est l'Égypte pharaonique. C'est le monde des ancêtres sur Terre. Et donc, c'était ça que le vizir, celui que vous appelez vizir, mais qui s'appelle Djati en fait, oui, devait accomplir et assurer. Il ne pouvait pas le faire s'il n'était pas initié. Parce qu'il travaille avec des gens qui s'occupent du monde sacré. D'accord? Mais il ne peut pas le faire non plus s'il ne connaît pas les mathématiques, l'astronomie et toutes les sciences auxiliaires de la grande science divine
qu'on appelle Rekhneter. Donc c'est pour cela que tous les scribes de l'administration royale étaient sous sa direction. Les Noirs sont les premiers à avoir eu des magistrats. Les Noirs sont les premiers à avoir eu des parlements. Le mot pour dire parlement en égyptien, c'est tout simplement la maison de la parole. C'est-à-dire, au lieu de s'entretuer pour qu'il y ait du sang, on parle pour se mettre d'accord. À gauche, les gens de gauche, je ne veux pas dire que c'est hollandais. Les gens de gauche, c'est les gens qui sont avec Seth, le dieu Seth. Les gens de droite, c'est ceux qui sont avec Osiris. Et en haut, il y a celui qui est au perchoir et qui, lui, s'occupe de réguler tout ça. C'est ce qu'on appelle le vizir, c'est-à-dire le serviteur de la Maat. C'est lui qui calme les coalitions sétiennes, qui s'opposent aux coalitions osiriennes et qui assure donc du même coup l'harmonie et l'unité politique du royaume d'Égypte, qui lui-même était la région des Grands Lacs, le paradis transposé dans la vallée, la basse vallée du Nil. Aux sources du génie africain, la découverte des sages et des savants noirs de l'Égypte pharaonique d'Imhotep à Manéthon. C'est passionnant. Merci beaucoup, professeur Jean-Charles Gomez. On se retrouve très bientôt. Merci.